quelques concepts auxquels on est plutôt habitué dans le monde Java en tout cas. On va parler de Spring Data en particulier. Donc la page intéressante, je peux faire un build, je bosse pour Natural Source et Olivier ici présent qui nous en parlera plus en particulier. Et j'ai des grands talents de designer, comme vous verrez beaucoup sur les slides, que sur Rapid. Et peut-être que j'aurai l'occasion de parler de Forger, une séance plus tard, ça ne jamais. Qui ne connaît pas ORM? Est-ce que ça paraît tout le monde? Alors ORM, ça veut dire Object Relational Mapper, quelque chose comme ça. En gros, l'idée c'est d'avoir, d'un côté on a une base de données relationnelle, on a en gros des tables de relations entre elles. De l'autre côté, on a un paradigme objet, même si il y a un paradigme fonctionnel qui marche de plus en plus, mais bref. L'idée c'est de réussir à faire le gap entre des tables de relations et des objets. Il y a quelques petits mismatchs. Donc pour ça, on a une super invention qui s'appelle les ORM. L'implémentation la plus connue côté Java s'appelle Hibernate. Et donc, il y a eu, comme d'habitude, des implémentations concurrentes, puis une spec qui a émergé, telle que JPA par exemple. Donc là, on a un objet Java, donc classe Java déclaré. Et comment on va mapper cet objet à des tables et des relations? Donc il y a plusieurs façons. Une des façons, c'est de s'y prendre par orientation. On va parler d'entité. Une entité, c'est quelque chose qui sera pris en charge par un ORM et qui aura donc une relation directe avec, en l'occurrence dans l'exemple, la table MyTable. Ensuite, l'ensemble des champs d'une table, je pourrais les mapper. Donc là, je vais vous montrer que l'exemple de la table primaire, mais le but, c'est pas de faire un cours sur JPA. Et voilà en gros à quoi ressemble une implémentation de JPA. Alors, le problème de JPA, déjà, le problème fondamental des ORM, c'est que le monde relationnel a quelques cas limites qui ne se marient pas bien du tout avec le monde objet et on peut arriver à des problèmes assez galères. Et l'autre problème, c'est que, en tout cas côté JPA, ça concerne plus le monde Java, c'est qu'ils vont miser vraiment sur le plus petit dénominateur commun de l'ensemble des bases relationnelles qu'ils veulent supporter. Concrètement, si vous avez besoin d'extensions propriétaires à votre Oracle, à votre Postgres ou à votre MySQL ou je sais quoi, JPA, les solutions qui ont fait l'aspect JPA ont fait le parti de ne pas supporter tout ce qui est particulier à chaque système. Donc, ils ont vraiment juste une brique commune qui se retrouve forcément limitée. Et de plus, là, on connaît, il y a le mouvement NoSQL qui a émergé et qui est bien connu. On a une ball plus connue, on a une solution type Hadoop, etc. JPA ne comprend pas ces cas-là. Et comme on va le voir dans la démo qui suit, si tout se passe bien, il y a quand même beaucoup de boilerplate pour finalement pas grand-chose. Heureusement, côté Java, on a Spring Data. Donc Spring Data, l'idée, c'est pas tout à fait un ORM. Son approche à lui, c'est de faciliter au maximum pour le développeur le fait de se brancher à un store. On ne va pas forcément parler de base de données, c'est peut-être un peu trop particulier comme terme, on parlait de store, de faciliter les interactions avec différents stores. Il se trouve qu'on a un ensemble de projets ouverts, Spring Data JPA, Neo4j, depuis pas très longtemps on a Spring Data Hadoop aussi. Donc l'idée c'est qu'on aura une couche commune minimale, dans la mesure où on peut factoriser des choses entre ces différentes familles. Entre une base de données graph et un Neo4j, il n'y a pas beaucoup de choses en commun avec une base de données clé-valeur par exemple. Donc il y a malgré tout quelques opérations bêtes et méchantes qu'on peut factoriser. Et sinon, chaque projet ouvrable portera des spécificités de la base. Si je veux persister dans du graph, je retrouverai des opérations dans Spring Data Neo4j que je ne retrouverai pas dans Spring Data Redis. J'ai des opérations de graph pour Redis, en l'occurrence, on s'en fiche. On doit essayer de montrer ce que ça donne. Peut-être pas avec autant de panache d'esthétique, hein, on verra. Donc l'appli, je la présente très rapidement. Donc c'est Twitter Bootstrap dans toute sa splendeur. En l'occurrence, le thème s'appelle Geo. C'est juste une customisation de Bootstrap, hein. C'est même pas mes talents qui sont arrivés à ça. Donc juste l'idée, c'est je soumets une URL. Depuis, on a eu beaucoup. J'ai publié hier soir. Donc j'ai peur que. Bon, on verra. Visiblement, ça me fait. Et en gros, j'ai accès à des vidéos différentes. Voilà, bref. C'est pas très restreint d'ailleurs, parce que j'ai la même URL et pas forcément toujours la même vidéo. Donc voilà l'idée. Donc ça c'est l'appli. En gros, je soumets des URL et j'en ai en random ensuite autant que je veux dans un site magnifique, comme vous l'aurez compris. Donc bref, le rapport avec Spring Data.
Donc regardons un peu ce qui se passe. Donc ce qui se passe souvent dans Java, on va passer par la notion de repository. C'est une classe dont la seule fonction sera de s'occuper des opérations de persistance. Donc typiquement, je vais déclarer un contrat, parce qu'on aime bien prévoir tous les cas possibles et inimaginables. Donc on va définir un contrat, et potentiellement le jour où je veux à la fois persister dans une base de données et dans un fichier texte, j'aurai deux implémentations différentes. Voilà pourquoi il y a un contrat, je ne sais pas, c'est toujours utile. Et donc un exemple tout simple, alors je ne sais pas si c'est physique pour tout le monde. Donc là on est plutôt dans le monde Spring, mais malheureusement j'aurai pas le temps de tout détailler. Disons qu'on va annoter via des annotations, est-ce qu'on se par arrobas, on va dire cette classe-là, son rôle c'est d'être un repository, c'est-à-dire de s'occuper des opérations de persistance. Donc ça c'est du JPA, donc en gros c'est lui qui va se charger de connaître et de faire le mapping entre mes objets et ma base de données derrière. Pour une opération de persistance, donc j'ai des objets vidéo, j'ai l'entité JPA dont je vous parlais au début, il se trouve qu'elle est mappée comme ça, donc j'ai une vidéo, une IRL, avec des validations particulières, qui mappent à des colonnes, etc. C'est pas le plus important, c'est pas le plus intéressant en l'occurrence. Donc ces entités, je vais pouvoir les persister, donc ça c'est des choses assez classiques. Je peux retrouver, là j'ai vraiment un repository minimal, qui fasse qu'on peut persister une vidéo quand on en donne une, d'en retrouver une par sa clé primaire, voire de toutes les retrouver. Voilà en gros. Sauf que moi je me dis non mais ça c'est le genre de code qu'on écrit tout le temps, que ce soit des vidéos, des chaussettes ou des grands-mères, de toute façon le code technique c'est quasiment du code technique en fait, donc limite j'ai envie de dire, voilà l'implémentation, j'en ai marre, je fais la grève, j'arrête d'écrire une implémentation. Bon évidemment, sauf que là le problème c'est que quand je vais demander de m'injecter une implémentation, on ne pourra plus aucune. Ce que je me dis, alors j'ai besoin, donc ça on va oublier. Désolé, je ne vais pas entrer, donc ça va être un peu mystérieux pour ceux qui ne connaissent pas Spring, désolé, mais je vais lui dire, voilà, moi je veux avoir je veux que tu me trouves dans l'endroit que je te donne, je veux que tu me trouves les repositories en question, et que tu me trouves l'implémentation tout seul, juste par contrat. Donc avant ça, une petite étape XML, parce qu'on aime ça, tout simplement. Hop. Donc évidemment, j'ai besoin de Spring Data JPA en je dis, là je suis dans mon fichier de configuration du projet. Et ensuite, donc ça y est, je suis a priori capable de me débrouiller pour qu'il me génère l'implémentation. Sauf que je ne peux pas lui donner n'importe quoi, il y a une certaine convention de nommage à suivre. Donc si je reviens ici, il se trouve, vu que je connais Spring Data, il se trouve que je peux me contenter, alors la convention de nommage pour trouver une entité, ce sera du find one. Voilà, mais il a besoin d'un certain type. En fait, Spring Data, ce qu'il va offrir, il va offrir le type minimal qui est repository. Donc je vais faire étendre mon interface d'un type repository. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toutes les classes qui vont être en repository, tu vas lire la signature de mes méthodes et tu vas te débrouiller pour générer l'implémentation. Donc en gros, moi j'ai juste à déclarer des choses. Et lui va générer l'implémentation pour moi. C'est un peu l'idée. Donc théoriquement, juste en faisant ça, soyons fous. Au pire, ce sera l'effet démo comme on connaît, mais j'ai un point de secours, c'est pas grave. Mais théoriquement, juste par convention de nommage, Spring Data sera capable de dire ah tiens, alors là ça s'appelle save, ça prend une vidéo, ça veut dire qu'il faut générer une implémentation pour JPA, sur Spring Data JPA, pour sauvegarder la vidéo en question. Find one. Il sera capable de comprendre qu'il s'agit de persister, de trouver une vidéo, etc. etc. Donc là, ça met un peu de temps. Voilà, le petit effet démo dont on parlait. Donc on va faire l'option d'amour, fermer les yeux. Voilà, on a répondu. Et je reviens sur ma classe, et en fait il se trouve que toutes ces opérations de base sont exposées dans un flux de repository qui va faire entre autres du save. Donc je peux sauver une entité ou plusieurs, je peux en trouver, décider si elle existe ou pas. Et pour marquer, j'ai toujours pas l'implémentation, j'ai juste un contrôle. Et rien que ça permettra dans mon contrôleur, donc là on est dans le paradigme MVC, de dire par exemple, quand je vais sur Next, donc qui m'affiche une vidéo, là, je pourrais lui demander de finder. J'ai pas écrit une seule ligne propre à ma base de données. Il n'y a pas une seule requête SQL, il n'y a pas de requête JPQL qui est le dialecte qui abstrait un petit peu SQL.
ça va être compliqué d'aller plus loin. Là, c'était juste histoire de montrer les bribes de base de Spring Data, je n'ai pas montré les spécificités de JPA. On est encore dans la couche commune, un repository qui s'appelle PQ, qui en gros permettra d'exposer. Donc là, je ne peux pas prétendre que je vais vous coder la chose en live, ça va être un petit peu compliqué. Et si je pourrais par exemple utiliser la pagination gratuitement. Et là, vous voyez qu'il y a une méthode supplémentaire qui s'appelle findAll, qui prend pageAll. Je peux demander le numéro de la page, le nombre d'éléments par page, etc. Et tout ça gratuitement. Et il y a une dernière chose que j'aurais pas forcément le temps de vous montrer beaucoup plus, mais il y a toute cette fameuse notion de prévention de dommage. Ça peut aller beaucoup plus loin en fait. Ça, je pourrais par exemple me contenter d'écrire ça. Donc je déclare mon contrat, je veux une vidéo. Et juste avec ça, toutes les méthodes commencent par find by, toutes les requêtes de lecture. Et vu que, si vous vous rappelez bien, dans mon entité en question, j'ai un champ qui s'appelle URL, juste en écrivant ce petit bout de code, find by URL, il sera capable de comprendre qu'il faut générer une requête JPQL, on va dire SQL pour simplifier, de générer une requête SQL qui va matcher l'URL que je lui donne en entrée pour me sortir la vidéo. Et ça peut même aller encore beaucoup plus loin. Donc là évidemment, je suis sur une application assez simpliste. Hein. Mais imaginons que j'ai un type un peu plus complexe qu'URL. J'ai un type adresse, par exemple. Et dans adresse, j'ai un champ ville. Rien ne m'empêche, donc là, évidemment, c'est pas le cas ici, mais j'aurais très bien pu écrire quelque chose comme ça, find by. Donc d'abord, première traversée, donc l'adresse de la vidéo et la ville. Et là, il pourrait comprendre qu'il s'agit de l'entité adresse, donc de matcher le champ terme de l'entité adresse, adresse étant un champ de ma vidéo. Donc voilà, malheureusement 10 minutes c'est très court, je sais que je suis loin d'avoir tout couvert. Il y a beaucoup de choses, d'autres en fait sur les data. Là j'ai vraiment essayé de montrer la brique commune à tous, qui est vraiment le minimal. Sachez que pour JPA, pour en plus du JPA repository qui exposera notamment la persistance en batch, etc. Sur Neo4j, on parlera d'opérations de persistance de graphes. Et on aura des spécialisations selon tous les stores. Alors, est-ce que vous avez des questions? Yes. Est-ce que Spring Data est capable de générer automatiquement toutes les méthodes au lieu de devoir juste spécifier les signatures? Par exemple, si j'ai un champ URL, etc. Est-ce qu'il est capable lui, de générer sans que moi j'ai besoin de. Non, il faut. Alors, malheureusement, on n'est pas sur un. Pas un spécialiste de Ruby, mais je crois que c'est déjà. Là, quand je pensais à une méthode, en gros, on peut appeler n'importe quoi en Ruby, et si la méthode n'existe pas, alors on peut faire en sorte de définir l'implémentation à la volée. En Java, on ne peut pas faire ça. Il faut que ce soit présent à la compilation. Donc, je ne peux pas me permettre de dire, généralement, devine que j'ai besoin d'un find by URL, par exemple. Je suis obligé de le déclarer. Je vais le déclarer au moins dans une interface. Parce qu'on est dans un langage compilé, donc il faut au moins que ce soit présent à la phase de compilation. Spring Data ne pourra pas le générer en runtime, c'est déjà trop tard. Donc en fait, génération de code, c'est au runtime. En gros, il va analyser, au gros, Spring va démarrer. C'est un des défauts de Spring aussi, c'est qu'il fait tout au runtime. Il y a des erreurs de configuration, potentiellement, ça va péter seulement en time. Bref, Spring Data, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui prends l'entrée, c'était ma configuration. Là, il y a des nouvelles, je vais donner tous les outils paquets à scanner, il va voir tout ce qui est en repository, il va lire l'ensemble des méthodes. Et par convention de nommage, avec une annotation supplémentaire, si vraiment par convention de nommage, vous pouvez scanner, il sera capable de générer l'implémentation. Mais il lui faut quand même prendre l'entrée qui est le nom de la méthode, le résultat attendu et éventuellement les paramètres. d'accord, donc il ne génère pas de code à la compilation complète. Non, c'est vraiment au runtime, il va déduire de des signatures les requêtes à jouer. Sans donner, voilà, ceci dit, l'effort reste assez minimal pour le dev, il y a juste à faire la signature. C'est déjà moins chiant que de se taper du entity manager, .find, .persist, ou si une entité étrange. Il y a des concepts JPA qui sont assez chiants et ils nous offrent ça de façon assez sympathique. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire la même chose mais avec des types génériques au lieu de directement vidéo, mais tu veux dire avoir un repository Spring Data qui s'appliquerait à toutes nos entités? parce que du
coup, pour chaque élément, c'était des vidéos, des audios, des grands-mères, des chaussettes. Tu as écrit autant d'interface, la même chose. Tu veux dire. Ouais, si par contre, si tu as des spécificités pour certaines de tes entités, je sais pas comment tu t'en sortir. Rien t'empêche. C'est Oui, le voilà. minimum de l'unité. Si tu veux faire du quick pour tout le monde et pas plus, tu peux éventuellement avoir un seul repository généré pour toutes tes entités, et effectivement, ça normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. En tout cas, désolé pour ceux qui ne font pas de Java, je sais que c'était un peu trop à l'ingurgité, mais l'avantage c'est que ça dure que 2 minutes.